Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez l'histoire. Comme la sanction de YouTube contre ma chaîne Professeur Loukomé René se poursuit, je crois que maintenant il y a au moins une dizaine de jours qui sont passés. Sur les 90 jours, je vois aussi que ma page Facebook a été sanctionnée parce que j'ai dit simplement que si Hitler avait tué des nègres, on ne lui aurait pas fait tous ces reproches-là. Alors, à cause de ça, Facebook a aussi suspendu ma page Facebook. Là. On ne peut même plus dire la vérité. Parce que Napoléon, il a tué plein de nègres. Il a rétabli l'esclavage qui avait été aboli. Est-ce qu'on lui a fait des reproches? Au contraire, dernièrement, Macron l'a célébré. Est-ce qu'en disant ça aussi, encore, on va suspendre ma chaîne? Donc, finalement, c'est la vérité historique que les gens ne veulent pas qu'on dise. Donc, c'est la vérité qu'ils ne veulent pas. Alors, mais pourquoi alors ils créent les réseaux sociaux? Hein? La vérité aussi doit s'inviter dans les réseaux sociaux. Voilà. Dernièrement, Macron a célébré Napoléon Bonaparte. Il a fait la guerre à Waterloo, on a vu, il a perdu, il a fait la guerre contre les Russes, etc. Parce qu'il avait des ambitions impérialistes, et dans ces ambitions impérialistes, là-bas, il y avait des gens qui mouraient. Il faut qu'on se dise la vérité. Il a fait la guerre à Haïti parce qu'Haïti voulait sa souveraineté. Les gens ne voulaient plus être esclaves. Et c'est juste. Qui a envie d'être esclave de quelqu'un? Alors, donc, nous allons poursuivre la présentation de l'œuvre du professeur Kwaku Kwasi Siméon. Voilà. Côte d'Ivoire côtière. Grand Laou, Grand Bassam. L'histoire du peuplement à partir des amas coquillers. C'est vraiment original. Hein. Donc, nous allons poursuivre la présentation de cet ouvrage-là. Alors, à partir de la page 70, le professeur Kwaku Kwasi Siméon présente et analyse les vestiges exhumés. Alors, concernant les vestiges exhumés, suite aux fouilles, ce sont des objets en pierre, des objets lithiques, de la céramique et des ossements. Voilà, des ossements. Alors, sur le site de Songon Dagbe, des analyses ont été réalisées notamment par Robert Chenorkian. Et cela a mis en évidence l'usage de granit, de quartz et de grès dans la confection des pierres de foyer. Il fait remarquer que les pierres ont servi comme meule pour casser des noix. En outre, on note d'autres produits de débitage. Un fragment de lamelle brute de 10 mm de long sur 5,75 mm de large. Alors, au niveau de la céramique, alors la céramique aussi attire l'attention par sa riche collection. À Songon Dagbe, il y a des récipients façonnés à partir d'une pâte constituée de limon micacé, de mica, de kaolin et de quartz. On fournit des vases de différentes formes. Nous avons des carènes verticales, tronconiques, ouvertes ou fermées, rectilignes, convexes et concaves. Des ouvertures étroites, moyennes, très larges. Des profils de relief assez accentués, émoussés, plats, aplatis, concaves, convexes ou convexo-concaves. Des crêtes sont espacées, serrées, droites, obliques et des bords simples et aplatis avec souvent la présence de bourrelets sur la face supérieure et inférieure de la médiane. Les décors variés à l'instar des céramiques mises au jour sur le rivage aladien sont situés soit sur le corps, l'épaule, le marli ou sur toute la surface du récipient en registre délimité par des lignes incisées. Les décors identifiés sont composés d'incisions perpendiculaires exécutées en ligne. Les céramiques de la campagne 1979 de Songon Dagbe comprennent deux types. Un type 1 constitué de vases fermés très pensus, de sections ellipsodales aplaties de tailles différentes et aux abords en U couché. Un type 2 regroupant des vases ouverts complexes. Ils allient silhouettes sphériques et hyperboloïdes. Mon Dieu, ce langage d'archéologie n'est pas facile. Hein? À ces groupes s'ajoutent
des bords rectilignes, courbés et fermés, des lèvres arrondies ou aplaties et des formes globulaires, c'est-à-dire comme des globules. Alors, au niveau des décors, le type 1 est constitué de motifs couvrant en trois registres. Sur la partie supérieure, à l'intersection du bord du corps, apparaissent des séries d'éléments linéaires parallèles qui s'entrecroisent. Voilà. Le type 2 est composé de deux sous-groupes, des céramiques uniformes et différentes. Sur les premiers, il apparaît au-dessus de la carène de fines incisions ou des impressions obliques et parallèles. La seconde, aux marlis moins développés, sont composées de trois lignes parallèles en couronne de courbure. Voilà. Ces vases de teinte claire sont associés à des os et des coquillages réemployés. Alors maintenant, il essaie d'expliquer, notamment il passe à l'industrie de l'os et des coquillages, ce qui est très intéressant. Bon, il se trouve que dans tout ce que je viens de présenter, il n'indique pas encore la chronologie. Il n'indique pas encore la chronologie. On espère qu'il va le faire par la suite. Alors, au niveau des ossements, les vestiges osseux rencontrés sont des fragments de lames garnies de stries incisées longitudinales et parallèles. Ces motifs sont localisés sur la face externe et les bords. À Songhon Dagbe a été mis au jour un fragment d'os appointé en poinçon avec une extrémité émoussée. Sur sa surface, on observe également quelques perforations. À Nassalama, des ossements de quadrupèdes sont mis au jour et révèlent une forte présence d'animaux sauvages sur les sites. Un grand nombre d'arêtes de poissons, soit 3,19 vertèbres, est également exhumé. Tout ça, ça témoigne de la présence des êtres humains dans cet environnement-là. Les coquillages. Les coquillages façonnés notamment à Songhon Dagbe. Bon, là encore, ce sont des termes techniques qu'ils donnent. Hein. Bon, je vous ai dit ça. Ils servent à décorer les céramiques et à faire des toupies. Voilà, c'est ça. L'amas coquillé de Songhon Dagbe, comme on le voit, a connu des fouilles sous l'égide de Robert Chenorkian. Elles ont abouti à la confirmation de l'origine anthropique de ce phénomène par l'étude de tout le contexte archéologique observé. Les recherches de Josette Rivalin, par la richesse du matériel exhumé, sont une contribution intéressante quant à l'identification d'un cadre cohérent des techniques connues dans la zone coquillière du territoire ivoirien. En définitive, il ressort que les sites de Songhon Dagbe et de la Bété, c'est une rivière qui coule dans la région d'Anyama, ont fait l'objet de fouilles. Le rivage Aladjan a été repéré et prospecté de manière extensive par Josette Rivalin. La zone à l'ouest de Jacquesville, c'est-à-dire Emokwa, c'est-à-dire Grand Laou, qui veut dire chose de Pandadon, n'a fait l'objet d'aucune recherche archéologique. Dans cet ensemble, Laou apparaît comme un ancien centre urbain en relation avec Tiasalé et a joué un rôle prépondérant dans le Bas-Bandama aux époques précoloniales et coloniales. C'est tout à fait vrai. Voilà. Tiasalé était comme un relais du commerce de l'intérieur du pays baoulé avec la côte, notamment la côte de Grand Laou que les Européens appelaient Cap Laou. Voilà, ça c'est très clair. Aussi, si les amas coquillés ont constitué un axe privilégié d'investigation sur les chercheurs, pour les chercheurs, surtout archéologues, cela n'a pas été le cas des sites métallurgiques et désertés, dont les indices sont signalés dans les sources consultées. La conséquence majeure, c'est que dans l'état actuel des connaissances, aucune réflexion n'a été tentée pour comprendre l'ensemble des sites dans le milieu lacustre à travers une politique globale de recherche. Voilà. Y parvenir revient à s'interroger sur l'importance actuelle des sites autres que ceux mis au jour par les travaux antérieurs. En effet, il est plus qu'évident qu'on ne peut se contenter des réalités archéologiques connues à ce jour dans la Côte d'Ivoire côtière, Grand Bassam, Grand Laou, pour en reconstituer le passé.
Trouver une réponse satisfaisante à ce constat de notre point de vue revient à une double élucidation. Premièrement, celle relative à la réalité archéologique de la Côte d'Ivoire côtière, Grand Bassam, Grand Laou. Et deuxièmement, l'éclaircissement à la fois de la richesse matérielle des sites et de leurs caractéristiques. Ceci par l'initiation de recherches, de comprendre la logique qui sous-tend l'association Ama-Coquillé, site par excellence, autre site archéologique de la région par rapport à la spécificité du cadre géographique. Pour aboutir à cette analyse intégrée du passé matériel du Grand Bassam à Grand Laou, nous réfléchissons sur son contexte chronoculturel avec, bien entendu, pour point central, la place des coquillères dans ce complexe archéologique. Pour ce faire, les recherches que nous avons entreprises sur le terrain dans la phase déterminante de prospection se sont appuyées sur les documents analysés depuis le début de ce chapitre. En l'absence de photographies aériennes et d'images satellites, nous avons à la lumière des sources consultées ciblé des zones susceptibles de nous aider dans notre tâche. Cela veut dire quoi? Le professeur Kwaku Kwasi Simon est en train de nous dire que s'il avait pu obtenir des photographies aériennes et d'images satellites, cela aurait été assez utile. Est-ce qu'aujourd'hui on peut le faire? Il y a un institut de géographie qui est, je crois, non loin du lycée Sainte-Marie, je crois, de Cocody, qui anciennement, par là, on pouvait obtenir ce type d'instruments-là pour travailler. Vous voyez que les chercheurs, quelquefois, rencontrent beaucoup de difficultés pour faire leur travail. C'est ça, c'est là. En l'absence de photographie aérienne d'images satellites, nous avons à la lumière donc des sources consultées, ciblées des zones susceptibles de nous aider dans notre tâche. Donc, il a fait avec ce qu'il a pu. C'est-à-dire mettre à jour des sites à même de nous amener à montrer la réalité archéologique de la zone d'étude dans son ensemble. Désigné par le vocable politique de prospection, introduction générale, cette démarche se justifie, comme nous le signalait Fofana Lemassou, lors de notre formation, par le fait que la fouille archéologique est au plan méthodologique destructeur de sites, à un coût excessif et est lente, ce qui entraîne l'indisponibilité de l'information pendant longtemps. Aussi, au plan patrimonial, la politique de prospection est une solution à des recherches décousues et lourdes dont les résultats ne traduisent pas forcément les potentialités archéologiques d'une zone considérée. Elle est donc une vision synoptique dont l'objectif scientifique est l'accumulation de données rigoureuses par l'inventaire détaillé de toutes les catégories de sites identifiés. De l'analyse scientifique de ces sites, on aboutit à une reconstitution valide du passé d'une région pour répondre à des problématiques archéologiques significatives. Avec l'appui des datations des différentes occupations de l'espace issues des sondages, la prospection ici n'est plus considérée comme une étape vers la fouille, mais comme une fin en soi. Les résultats de recherche de terrain présentés ci-après font le fruit de l'expérimentation de cette méthode de recherche globale en Côte d'Ivoire côtière, Grand Bassam, Grand Laou. Alors, donc, nous venons de présenter en fait la première partie de l'ouvrage du professeur Kwaku Kwasi Simon, archéologue. Cet ouvrage est important. Alors, prochainement, nous allons aborder la deuxième partie qui est intitulée La politique de prospection, modalités d'application en Côte d'Ivoire côtière, Grand Bassam, Grand Laou et résultats. Voilà, nous vous remercions. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Dernièrement, je disais comme ça, dans nos universités, l'identification des amphis, des salles de TD, de TP, de bureaux, etc. On dit, ouais, bureau A1, bureau A2, bureau B2, etc. Pourquoi ne pas donner des noms de professeurs défunts ou à la retraite qui ont travaillé dans ces universités-là? Ce serait tellement plus simple à identifier. Ce serait très simple. Vous voyez? Donc il faut donner des noms de ceux qui ont fait fonctionner l'université, qui ont apporté leurs connaissances à l'université. Et pour toutes les universités, c'est ce qu'il faut faire. Vous voyez? C'est ce qu'il faut faire. Vous voyez? Parce que pour les professeurs, ont donné leur vie.
pour ces universités-là. Former des gens. Et la connaissance est importante. Alors donc, je vous souhaite une très bonne journée. Nous allons poursuivre la présentation de la série sur l'ouvrage du professeur Kwaku Kwasi Simeon. Merci encore et bonne journée à tous.